Les députés sont furieux contre la décision de la HCC. Ils vont déposer une plainte. Ils soupçonnent les membres de la HCC d'avoir été soudoyés. L'État devrait arrêter le processus électoral en vue de scrutin communal prévu le 31 juillet prochain, estime Rakout Manaye, ancien président du CENI. La situation politique actuelle n'est pas favorable. D'autre part, la CENI informe que l'impression du bulletin unique est en cours. Les forces kurdes ont repris ce mardi la totalité de la ville syrienne de Tal Abyad. Elle était jusque-là entre les mains de l'organisation de l'État islamique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, les députés sont furieux contre la décision de la HCC. Ils vont déposer une plainte. Ils soupçonnent les membres de la HCC d'avoir été soudoyés. Ils lancent un appel pour dénoncer la situation actuelle. Les députés vont déposer une plainte selon l'article 133 de la Constitution. Ils peuvent déposer une plainte à l'encontre du président de la HCC, du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la HCC ne respecte pas la Constitution, explique-t-il. Les députés se posent également des questions sur la vraie raison du décaissement des 18 milliards d'arias de la Banque centrale. Un comité sera bientôt mis en place afin de mener à bien les enquêtes afférentes. D'après les informations, le président de la HCC n'est pas actuellement au pays. D'après ses proches, ce dernier est parti prendre quelques jours de repos à l'étranger. Dénonçant la situation actuelle, les députés lancent un appel, s'interrogent. Une manifestation à la rue est-elle en vue? En tout cas, il est difficile de croire que le calme va continuer à régner. Et depuis samedi dernier, la décision de la HCC sur la requête de mise en accusation du président de la République est laminée par les critiques. Une décision politique selon nombre d'observateurs. Maître Willy Razavzatouf réitère que la HCC n'est pas une institution de médiation ni de réconciliation. Mais d'un autre côté, Eja Koutumanan affirme que la décision de la HCC est irrévocable et que chaque parti doit s'y plier. Reportage de Edmizina Labage. 3 jours après le verdict de la HCC sur la requête déposée par les députés, de nombreuses réactions fusent de partout, des partis politiques, des députés ou encore des différents syndicats et même de la société civile. Dernièrement, le syndicat des administrateurs civils se sont insurgés contre le non-respect des lois. Dans leur déclaration d'aujourd'hui, les 121 députés signataires de la requête de mise en accusation du chef d'État accusent la HCC d'avoir détourné la Constitution, surtout dans les articles 3 et 5 de leur décision. L'article 5 de cette décision qui engage les institutions à entrer dans un pacte de responsabilité, ce qui n'est pas du ressort de la HCC selon Willy Razavzatouf. Et ils ont par après saisi la Haute Cour constitutionnelle, qui était une juridiction qui devrait juger suivant le droit. Donc pour moi, la Haute Cour de justice, Haute Cour constitutionnelle devrait dire le droit et prononcer un verdict technique. Ce qui n'est pas le cas. Moi, je dirais donc que la HCC s'était pris pour le médiateur ou bien un juge conciliateur d'un divorce qui dirait tout simplement comme quoi, allez-y d'abord, je ne prononce pas les divorces, essayez de vous concilier, faites telle chose. Ce n'est pas le rôle de l'HCC. De son côté, Ira Koutman, juriste mais aussi ancien président de la CENI, insiste sur l'irrévocabilité de la décision de la HCC. Il a aussi rappelé que c'était une erreur d'avoir remis en cause la décision de la CES ou Cour électorale spéciale dans le temps et d'avoir mis en place un CES 2. Jusqu'à maintenant, tout reste flou. Et l'État devrait arrêter le processus électoral en vue du scrutin communal prévu le 31 juillet prochain, estime Rakout Manaye, ancien président du CENI. La situation politique actuelle n'est pas favorable. D'autre part, la CENIT informe que l'impression du bulletin unique est en cours et que la dernière livraison devrait arriver à la CENIT au plus tard 2 semaines avant l'élection communale.
Assuré par le PASEM, projet d'appui au cycle électoral, l'impression du bulletin unique pour l'élection communale du 31 juillet 2015 se fera à Dubaï. C'est le PASEM qui a effectué les études et fixé les critères du pays qui va imprimer le bulletin unique. Vendredi dernier, le président du Sénat, accompagné de sa délégation, a pris le vol pour Dubaï. La livraison des bulletins uniques est prévue pour le 18 juillet prochain, mais selon les négociations effectuées sur place, elle devrait se faire 8 jours avant. La Sénite n'ont pas de soucis pour la bonne marche du processus électoral. Tout est prêt pour dominer la situation, selon Akotonza Kafan, rapporteur général de la Sénite. Une élection est faite pour gagner la paix et la stabilité afin d'instaurer un état de droit, selon Akutmanana Ir, ancien président de la CENI. Mais actuellement, la situation à Madagascar est fragile. Si cette élection doit se tenir, il y aura, d'après lui, des différends ou des conflits qui vont finir par la contestation des résultats. Au vu de la situation actuelle, il est fort probable qu'il n'y aura pas une élection acceptée par tout le monde le 31 juillet prochain. La grande discordance entre l'exécutif et le législatif le laisse présager. En outre, les questions se posent sur les manœuvres de pré-campagne, par exemple à Kadkiel, où l'on voit partout le nom et le parti d'un candidat. Ce dernier, selon nos sources, est en train de préparer une grande festivité à l'occasion de la fête nationale. Et sur le plan économique, 4 points parmi les doléances des employés d'Air Madagascar ont été abordés ce jour pendant la première réunion de médiation qui s'est tenue à l'inspection du travail, représentant les personnels grévistes, représentants de la direction générale et représentants du syndicat Fissé-Marais y ont participé. La médiation se poursuivra pendant les 2 prochains jours. Le personnel d'Air Madagascar va de leur côté poursuivre la grève. Reportage. La réunion de médiation entre le personnel d'Air Madagascar et la direction générale représentée par le directeur des ressources humaines a duré environ 5 heures cet après-midi. Aucun compromis n'a été trouvé jusqu'ici. La séance va se poursuivre les 2 prochains jours à l'inspection du travail. De l'autre côté, les employés continuent la grève. Par ailleurs, les processus de médiation qui se tiennent actuellement n'influenceront plus les décisions de licenciement déjà prises, explique le directeur des ressources humaines de la compagnie Air Madagascar. La direction ne reviendra pas sur sa décision. La médiation a seulement pour but de chercher des terrains d'entente entre les employés et la direction. Le personnel décide de poursuivre leur grève pendant la tenue de la réunion de la médiation. Jusqu'ici, les vols de la compagnie Air Madagascar sont perturbés. Certains ont toutefois pu décoller, comme les vols à destination de Fort-Dauphin et de Moroni. Le personnel va par ailleurs déposer plainte contre le directeur général après la médiation. Malgache connaît actuellement de grosses difficultés financières. Les bailleurs n'ont pas assez confiance au régime en termes de stabilité politique selon diverses déclarations. L'économie malgache n'arrive pas à se relever. Des exportations de la dernière saison enregistrent une baisse allant de 9,5% à 69,3% par rapport à la saison précédente. Soura Goutenjin. Le taux de devise par rapport aux exportations de cette année reste faible comparé à celle de la saison 2013-2014 selon les chiffres du dernier trimestre de cette année 2015. En général, l'exportation porte sur un 6 grands produits. En premier, la vanille qui a enregistré une baisse de 60,7% par rapport à l'année dernière. Elle n'a rapporté que 11 000 millions d'ariars contre 29 000 millions d'ariars en 2013-2014, suivant les biens alimentaires dans le girofle, le litchi et le riz qui a enregistré une baisse de 9,5% par rapport à la saison 2013-2014. L'écart est estimé à près de 11 000 millions d'ariars. Pour le café, si Madagascar a pu gagner 1224 millions d'ariars et cette saison, elle n'a récolté que de 376 millions d'ariars, soit d'une baisse de 69,3%. Même si Madagascar est déjà revenu au sein de l'AGOA depuis décembre 2014, la devise des exportations des produits de zone franche a baissé de près de 31%. Il y a aussi la production de crevettes. Sur la saison 2013-2014, Madagascar a pu récolter autour de 20 000 millions d'ariars contre 11 000 millions d'ariars cette saison. Il n'y a que l'exportation des minerais et qui a enregistré une hausse de 6,6%. En général, la situation était meilleure à la fin de la transition si l'on se réfère aux chiffres de l'Instat et du ministère de l'économie. Selon les explications de Jezera Koutmang, expert en économie, cette situation est due
au manque de confiance des bailleurs, surtout au terme de stabilité politique. D'ailleurs, les divers communiqués des grandes puissances mondiales témoignent de ce manque de confiance par rapport à la situation politique actuelle de Madagascar. Jusqu'à présent, Madagascar est encore endetté de près de 3 214 millions de dollars. Selon les économistes, Madagascar peut se décharger facilement de ses dettes et redresser son économie via ses ressources naturelles. En effet, Madagascar compte près de 6 174 tonnes de bois de rose à Singapour et à l'île Maurice, ainsi que de près de 19 223 tonnes de stock à Madagascar. Si le prix mondial de bois de rose est actuellement estimé à 6 000 à 10 000 euros par tonne, Madagascar peut rapporter environ 252 millions d'euros en vendant ses stocks légalement. Sans parler des réserves d'or exportées illégalement, estimées à 240 tonnes par an selon le rapport de la Banque mondiale en fin d'année 2014. Et pour son 25e anniversaire, l'espace Annick Beauté organise un événement le 4 juillet prochain à la gare Souarram. Il y aura un show haute coiffure, défilé haute coiffure et d'autres animations avec les artistes renommés tels que Yunzati Nundi, Narinj et Isaru Atelu. Les pères de famille auront également leur part à la fin de cette soirée. Un tirage tombola netteur à gros lot fera le bonheur des gagnants et gagnantes. Rappelons que l'Institut Annick Beauté est présent dans les quartiers d'Antsakavir, des 67 hectares et de Timbazaz ainsi que d'Akatfouti. Et concernant les actualités internationales, les forces kurdes ont repris ce mardi la totalité de la ville syrienne de Tal Abyad. Elle était jusque-là entre les mains de l'organisation de l'État islamique, une victoire stratégique qui permet aux Kurdes de contrôler désormais 400 km de frontière avec la Turquie. France 24. Les combattants des forces kurdes syriennes patrouillent à Tal Abyad. Selon l'OSDH, ils contrôlent désormais la totalité de cette ville frontalière avec la Turquie, appuyée par les avions de la coalition internationale et des hommes de l'armée syrienne libre. Les unités de protection du peuple kurde ont repris Tal Abyad au groupe État islamique. Un revers de taille pour les djihadistes, car ce point de transit leur permettait d'acheminer des armes, du pétrole et des recrues étrangères vers les territoires qu'ils occupent en Syrie, notamment vers leur fief de Raqqa. Les combats ont conduit des milliers d'habitants de la région à se réfugier en Turquie, Ankara qui se dit incapable d'accueillir ce flot massif de réfugiés. Ce n'est pas une situation tenable. La Turquie est le seul pays à ouvrir ses portes à ses victimes. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, 23 000 Syriens sont entrés en Turquie depuis le début du mois. Et le gouvernement français a décidé de passer en force pour faire adopter la fameuse loi Macron à l'Assemblée nationale sans faire voter les députés. Un choix que Manuel Valls a tenté de justifier. Reportage de France 24. Pas d'état d'âme. Manuel Valls justifie ce matin le recours au 49.3. Ce n'est pas un acte d'autorité, c'est un acte d'efficacité pour l'économie et pour les entreprises françaises. Il faut aller vite, il faut réformer, c'est ce qu'attendent les Français. L'argument ne convainc pas les frondeurs. Dans leur critique, c'est bien le Premier ministre qu'ils visent. La loi Macron, c'est une loi de droite. Donc c'est des méthodes de droite pour faire passer au forceps une loi de droite à une majorité de gauche. Je rappelle que ni Lionel Jospin, ni Jean-Marc Ayrault n'ont jamais eu besoin de recourir à l'article 49.3, alors que depuis un an maintenant, on le brandit en permanence comme une menace. Dans les autres groupes parlementaires, ce nouveau 49.3 passe mal, d'autant plus qu'il intervient avant même la reprise des débats. Le gouvernement a décidé de s'arroger le droit de modifier ce texte, de choisir certains amendements qu'il reprendrait, d'autres pas. Donc on ne sait pas quel texte va être présenté et sera déclaré adopté avec le 49.3. C'est du jamais vu. À gauche aussi, qu'on appartienne ou non à la majorité, c'est la même analyse. Nous regrettons fortement ce choix qui va empêcher un certain nombre de débats et qui surtout est à ce stade un constat d'échec. Un très mauvais signal qu'on est en train de donner et je pense que c'est un déni de démocratie qui ne fait pas honneur à cette majorité et au gouvernement du moins. La loi Macron doit encore retourner au Sénat avant d'être définitivement adoptée avant le 14 juillet. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Les députés sont furieux contre la décision de la HCC. Ils vont déposer une plainte. Et ensuite, la médiation entre le syndicat d'Air Madagascar et la direction de la compagnie se poursuivra pendant les 2 prochains jours. Le personnel d'Air Madagascar va de leur côté poursuivre la grève.
Et enfin, la CENIT informe que l'impression du bulletin unique est en cours. La dernière livraison devrait arriver à la CENIT au plus tard 2 semaines avant l'élection communale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.